Bienvenue sur le troisième podcast de J'ouvre ma boutique, la première communauté en France de futurs commerçants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Bionne. Sylvain, j'aime beaucoup parce qu'il va nous parler expertise comptable avec des mots simples, efficaces. Il est très pragmatique, très terrain et vous allez vite le découvrir. Sylvain, en deux mots, est-ce que tu peux te présenter? Oui, oui, je peux me présenter rapidement, ça c'est possible. Donc je m'appelle Sylvain Bionne, j'ai commencé ma carrière, par une expérience bancaire. Puis ensuite j'ai travaillé dans une plateforme d'initiative, pendant quelques années, où j'ai accompagné des projets de création reprise et puis fait des suivis de jeunes entreprises. Et depuis un peu plus de 10 ans maintenant, je suis conseiller de gestion, au sein du cabinet, d'expertise comptable Cerfrance, une association de gestion et de comptabilité où j'accompagne de manière, ponctuelle et également de manière récurrente, des chefs d'entreprise. Très bien. Eh bien, bienvenue. Je vais commencer Merci. par une première question. Qui est souvent, posée par les porteurs de projets, les gens qui veulent ouvrir une boutique. À partir de quand je frappe à la porte de l'expert comptable? Alors c'est une très bonne question effectivement. Le moment idéal pour, frapper à la porte de l'expert comptable, c'est à mon sens au moment où on a déjà mûri un petit peu le projet, on a son idée, on a son concept qui est réalisé. On a même parfois posé quelques chiffres, sur un morceau de papier, hein, même s'ils ne sont pas définitifs. Il faut bien partir sur une certaine base. Et aller voir l'expert comptable à partir de ce moment-là permet, d'avoir une discussion qui va être, plus intéressante que si on y allait trop tôt. Puisque si on y va trop tôt, eh bien l'expert comptable n'est pas, son travail n'est pas non plus d'être, générateur de projet en tant que tel, hein. Il arrive pour, challenger un petit peu tout ça, le projet, mais il n'est pas générateur d'idées spécifiquement pour le projet. Et si on arrive trop tard, eh bah, souvent le projet est déjà bien ficelé. Et même s'il y a des choses des fois à modifier, on est un peu, pieds et mains liés et on ne peut pas forcément modifier à la fin. Donc l'idéal effectivement, c'est d'arriver à ce moment-là. On a bien réfléchi à l'idée, hein, on a passé quelques nuits un petit peu souvent à réfléchir, à se challenger soi-même. On en a parlé autour de soi, on a affiné son concept, on a posé quelques chiffres, hein, qu'est-ce que j'espère avoir comme client, comment je fais mes prix et cetera. Et ensuite on va, se faire challenger tout ça par, l'expert comptable qui va en plus nous donner, les éléments, juridiques et comptables qui vont derrière toute création de projet d'entreprise. Qu'est-ce que concrètement, premier rendez-vous avec l'expert comptable, qu'est-ce que je lui demande? Comment ça se passe un premier rendez-vous avec un expert comptable? Alors un premier rendez-vous avec un expert comptable, c'est un échange, hein, c'est de la prise de connaissance, c'est déceler les besoins aussi, hein, ça fait partie de notre métier. Donc c'est un échange autour du projet, pour voir un petit peu comment il est construit, quels sont ses points forts, quels sont les points qui sont, potentiellement à améliorer. C'est un petit peu, en tout cas moi j'aime bien me mettre dans une posture, de un petit peu d'avocat du diable. Voilà, essayer de chercher un peu les points faibles pour essayer de les challenger. Si ça se passe pas bien, comment on fait? Comment on rebondit? Quelle est la capacité d'adaptabilité? Et très souvent aussi, dans un premier entretien, on vient aussi chercher un devis comptable. Comment ça se passe la comptabilité? Qu'est-ce qu'il faut comme document? Combien ça coûte? Et cetera. Et en fonction de cette discussion, ensuite, un certain nombre d'informations sont données sur, comment ça fonctionne, quelles sont les obligations par rapport à votre projet, par rapport à votre statut juridique, comment ça fonctionne la relation avec, l'expert comptable, comment on transmet les documents, enfin voilà, plein de questions très pragmatiques, qu'il vaut mieux éluder avant qu'une fois qu'on est dans sa boutique, puisqu'après on aura autre chose à faire. Tu es un homme de chiffres, alors je vais te demander un chiffre, combien ça coûte? Et voilà. L'accompagnement d'un expert Oui. comptable, alors, hem, sur un devis comptable en tant que tel, donc c'est-à-dire accompagner tout au long de la vie de l'entreprise, tous les ans, faire les bilans et cetera. Je vais te faire une réponse de Normand, Olivier, parce que et tous ceux qui sont dans le métier, se reconnaîtront là-dedans. Nous sommes des prestataires de services. Donc un prestataire de service, ce que ça vend, c'est du temps. Donc par rapport à ça, il faut estimer le temps qu'on va passer sur un client. D'accord? Donc par rapport à la manière dont il va nous transmettre les documents, par rapport à sa structure juridique, les obligations légales ne sont pas les mêmes. En fonction du chiffre d'affaires, en fonction de plein de choses comme ça, les obligations ne sont pas les mêmes, donc on ne va pas forcément, je dirais, y passer le même temps. Donc un devis d'expertise comptable, hein, sur une année complète, hein, tout inclus, peut très bien aller de, 1 800 €, d'accord? Jusqu'à 15 000 à 20 000 € pour des entreprises qui sont plus grosses. Je suis obligé de te faire une réponse de Normand là Oui, malheureusement sauf parce que que là, c'est on assez, est sur une boutique. Donc on s'imagine demain une boutique de centre-ville, 60 mètres carrés,
boutique de prêt-à-porter Oui, féminin. d'accord. Allez, on est Ça me donne déjà quelques on indications. est sur quelle enveloppe? On va être sur une structure, allez, on prend une entreprise individuelle classique, D'accord. voilà à peu près le coût, qu'on ait une idée du coût. Alors au niveau du coût, par rapport à ça, sur une boutique comme ça, on va être, je dirais, entre 2002 et 2006, quelque chose comme ça à peu D'accord, près. Après, ça va dépendre de la fréquence de la TVA, des choses comme ça, mais en tout cas, on va être à peu près sur cette enveloppe-là. d'accord. Est-ce qu'il dans les services avant la création, il va y avoir des propositions de packs, des propositions de rédaction de statuts, il va y avoir Oui. des offres, qu'on peut attendre? Oui, c'est-à-dire que là, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, c'est donc par rapport à un accompagnement qui se fait au fil des années. Et puis ensuite, il y a l'accompagnement anté-création, hein, qui vient évidemment avant. Et là-dessus, on a deux éléments, hein. Très souvent, on a l'élaboration du business plan. Donc là, ça va dépendre évidemment de si on relie et on remet en forme un business plan ou si on part de zéro, hein. Et le deuxième élément aussi, ça va être les statuts, hein, s'il y a des rédactions de statuts, etc., à réaliser. Donc, comme tu vas me demander des chiffres, je vais anticiper un petit peu ta question. Donc, par rapport au business plan, par exemple, chez SR France Picardie Nord de Seine, moi, je fais des tarifs qui vont de 400 à 1 500 euros, en fonction de la complexité, etc., du projet, en fonction de si je dois tout faire de zéro ou si, effectivement, il y a déjà du travail qui a été fait avant. Par contre, et ça se fait dans beaucoup de cabinets d'expertise comptable, on a des packs création, hein. Chez nous, on a un pack créateur-repreneur, par exemple, qui permet de faire un avoir à hauteur de 80 de la facture. L'idée, bien évidemment, ici, c'est, commercialement, d'accompagner les personnes jusqu'à ce qu'ils créent l'entreprise, hein, qu'ils soient plus enclins à prendre notre conseil jusqu'à ce qu'ils créent l'entreprise pour sécuriser, je dirais, tout ça. Et puis ensuite, s'ils signent une lettre de mission comptable chez nous, et ben, on fait un geste commercial important. Voilà D'accord. comment ça fonctionne. Au niveau des statuts, là-dessus, on va être alors sur des statuts, ça dépend évidemment SARL, SAS, URL, SASU, évidemment, il y a quelques différences là-dessus, le nombre d'associés, s'il faut faire un pacte d'associés ou pas, et cetera. Je dirais que les statuts les moins onéreux qu'on peut trouver, ça va être à partir de 500 € sur internet, hein, où il y a effectivement des sites, hein, qui font ça de manière automatique avec des statuts types, hein. Et ça peut aller jusqu'à 2 000 € quand, on a des statuts qui vont être un peu plus complexes et très adaptés, notamment sur des sociétés, par exemple des SAS où il va y avoir plusieurs associés et où il va falloir, par exemple, anticiper la sortie des associés, ce qui nécessite une certaine réflexion et une capacité de rédaction. Donc là, on va être, par exemple, sur des éléments un peu plus chers. Hem, Dans l'élaboration des statuts, il y a 2 types de frais, hein. Il y a bien évidemment le rédacteur et puis aussi un ensemble de débours, hein, et de taxes qui vont là-dedans, hein. Donc effectivement, ce que j'ai indiqué, englobe l'enveloppe, je dirais. D'accord. Tu reçois beaucoup de commerçants. Quelle est pour toi, l'erreur que tu vois la plus souvent? Alors l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est un manque d'anticipation. Manque d'anticipation, alors, moi je suis un peu un homme de chiffres quand même et donc le manque d'anticipation de trésorerie, par exemple, effectivement est quelque chose qu'on voit assez souvent. Pour faire régulièrement des prévisionnels et tous ceux qui font du business plan le savent, hein, on a beau avoir une certaine expérience, on a beau anticiper, tout ça, il y a toujours des imprévus. Alors quand ce sont des petits imprévus qu'on a, anticipés par une enveloppe imprévue, ça va, on s'en sort. Quand effectivement, ce sont des imprévus qui sont un peu plus gros, hein, dans le cadre d'une boutique, bah, des travaux qui coûtent plus cher, un Mmh. problème d'eau ou des choses comme ça, eh bien si on n'a pas prévu suffisamment d'enveloppe de départ ou qu'on a voulu trop autofinancer son projet, eh bien effectivement, on se retrouve très rapidement avec une trésorerie qui va être tendue. Et une trésorerie tendue, ça veut dire après une charge mentale accrue, ça veut dire qu'on s'occupe de ça plutôt que de s'occuper d'autres problématiques qui doivent avoir la priorité, hein, faire fonctionner sa boutique, faire Mmh. fonctionner son business. Et donc ça, c'est une des erreurs les plus étendues qu'on voit très régulièrement. Moi, on dit souvent, 10 à 20 du budget global en imprévu. Tu valides ce point-là? Donc si j'ai un projet en fait Oui, à 60 000 €, je vais mettre 6 à 12 000 € de côté pour les imprévus. oui, c'est cohérent, c'est C'est cohérent. cohérent pour toi? Effectivement, après, moi, je prévois le budget imprévu et ce budget imprévu, très souvent, je vais aller prévoir une fourchette haute quand on est un salarié et une fourchette plus basse quand on n'en a pas. Ouais, d'accord. Puisque quand on est un salarié, on anticipe quand même un peu plus de dépenses, hein, Mmh. que quand on n'en a pas. Donc quand on démarre avec un salarié, parce que l'organisation, les horaires d'ouverture, par exemple, le nécessitent, hein, parce qu'on ne peut pas ouvrir une boutique tout seul, parfois, en fonction de ce qu'on ouvre, de la taille, de ce qu'on prévoit comme chiffre, eh bien, je vais aller chercher plutôt sur cette fourchette haute, effectivement, quand on a salarié. Et puis quand, normalement, les imprévus sont
à peu près mesurable, effectivement, la fourchette basse me paraît correcte. D'accord. Les 3 conseils que tu donnerais à un futur commerçant? Alors le premier conseil, c'est de se faire accompagner, bien évidemment. Alors c'est un conseil assez bateau, hein, Mmh. mais je me dois de le placer en premier parce qu'effectivement Je rappelle qu'il y a que 10 des entrepreneurs en France qui se font accompagner. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qui est sorti officiellement. Ça d'accord? veut dire qu'on a 90 des gens qui créent une entreprise sans avoir jamais vu personne pour les aider. Et alors on peut rebondir sur un second chiffre que j'ai pas tout à fait à jour, mais qui montre une tendance, de survie à 3 ans où quand on s'est fait accompagner, il y a un taux de survie beaucoup plus important que quand on s'est pas fait accompagner. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose, d'important, c'est de trouver la bonne personne qui va nous accompagner, de trouver effectivement, l'expert comptable ou autre, hein, un autre accompagnant, mais qui va croire dans le projet, parce que c'est quand même pour moi un élément extrêmement important, hein, pour pouvoir effectivement aller un peu plus loin et sécuriser son projet. Ça effectivement, c'est le 1er conseil que je donne. Le second conseil que je donne, c'est que, limiter son autofinancement. Aller chercher du financement bancaire. Parfois, on a un projet effectivement à 50 000 60 000 €. Parfois, on a l'épargne parce qu'on sort d'un licenciement, parce qu'on a eu un héritage, parce qu'on a mis de l'argent de côté. On ne sait trop rien. Chaque personne est tout à fait différente de ce point de vue-là. Mais et parfois, donc, on a tendance à dire: «Bah, je ne vais pas m'embêter, je vais le financer». Tout à fait. Sauf que ma politique, c'est de toujours garder une poire pour la soif. Parce que si on autofinance tout de suite et qu'effectivement l'activité, le démarrage est plus lent que prévu, on est obligé de s'adapter, on est obligé peut-être d'investir dans d'autres choses. On s'aperçoit, tiens, j'ai de la demande sur ça, il faut que j'investisse, ça coûte 15 000 €. Ben, si à ce moment-là où on les a pas, où on est un petit peu juste et qu'on va voir la banque, ben, très souvent c'est un peu tard. La banque, il vaut mieux l'engager dès le début du projet. Donc, si on peut autofinancer un projet de 50-60, j'aurais tendance à dire, mettons de l'apport parce que quand même, ça sécurise le projet, ça évite un endettement trop important. Mais peut très bien mettre 20 000 € par exemple et aller chercher le reste par divers financements. Et puis, bah, se garder une poire pour la soif. Comme ça, si demain on a besoin, on pourra toujours faire ce qu'on a envie de faire sans forcément aller toquer à différentes portes. On sera assez libre. Le pourcentage de l'apport minimum pour toi, c'est quoi? C'est 10? Alors, on est entre, 20 et 30. 20 C'est ce qui est 30. demandé habituellement. Après, bien évidemment, plus le plan de financement est élevé, plus ce ratio va être bas. Mmh. D'accord? Si effectivement on est sur une boutique à 60 000 € pour l'ouverture, par exemple, 20 paraît un minimum, en tout cas pour ne pas déclencher de voyants orange dans les ratios bancaires. Qu'est-ce qui t'agace le plus, quand tu reçois des porteurs de projets en ce moment pour ouvrir une boutique? Qu'est-ce que où tu te dis, «Punaise, ils ont encore fait cette erreur-là» ou «Ils ont pas encore compris, ce point-là»? Eh ben, c'est que souvent ils viennent nous voir un peu tard. Mmh. Effectivement, souvent, ils viennent nous voir un peu tard, alors qu'on aurait pu rectifier le tir sur certains éléments. Alors, je parle pas du concept global du projet, hein, Oui. parce que souvent, on n'est pas forcément les mieux adaptés pour challenger le concept global du projet. Par contre, les éléments financiers, on est à même de les challenger, et parfois, on part sur des bases financières qui peuvent être un peu biaisées. Et donc, quand on arrive comme ça en fin de course, eh bien, moi, j'ai tendance à pas taper sur ce qui a été fait avant, mais essayer de rectifier la suite. Et rectifier la suite, c'est pas forcément évident, hein, à faire. Mmh. On est souvent un peu lié par ce qui a déjà été fait, donc on fait avec le passé en essayant d'anticiper l'avenir, mais c'est pas la meilleure des postures. Alors que si on vient nous voir un petit peu avant, eh bien, on a le temps, des fois, de modifier certains éléments, hein, de manière à pouvoir, avoir des données financières qui tiennent la route. Parce que les données financières, encore une fois, c'est pas que pour la banque. Oui. Hein. C'est ce qui nous sert quand même au pilotage de notre projet, c'est ce qui va nous permettre de connaître notre seuil de rentabilité et donc c'est ce qui va nous permettre derrière de savoir dès le début si on est dans le vert ou pas. Tu as des exemples d'accompagnement ou de boutiques que tu as aidé à monter qui t'ont marqué ou des histoires qui t'ont marqué dans ton métier? Oui, j'en ai. Alors, j'en ai dans un peu les 2 cas, hein. Alors, moi je pars du principe que quand on accompagne, un porteur de projet, il faut croire dans le projet. Donc ça m'arrive assez souvent quand je ne crois pas dans le projet, de dire, «Bah, écoutez, je ne crois pas forcément dans votre projet, allez voir un confrère, qui, croira dans le projet et donc qui sera à même de mieux vous accompagner que moi».
Et bien parfois, on croit que ça va pas forcément fonctionner et ça fonctionne bien. On se dit: «Bah, tant mieux, c'est bien, je me suis trompé, tant mieux». Et puis parfois, on a des projets sur lesquels tout est au vert et en fin de compte, le projet va se casser la figure quoi et parce que ça dépend de plein de choses. Et donc effectivement, par rapport à ça, bon, j'ai un exemple par rapport à une entreprise que j'ai suivie malgré le fait que je ne croyais pas trop au projet, hein. Bon, j'y étais allé quand même parce que, la personne voulait que ce soit nous et puis, parce qu'on avait bien anticipé les risques avant. C'est-à-dire qu'on s'était dit: «Si ça marche pas, c'est pas Mmh. dramatique». Investissement limité, situation personnelle, qui est assez confortable, bref, la personne voulait tenter. Donc on avait dit: «On y va» et là, en l'occurrence, on était sur un restaurant, assez exotique. Oui. Les restaurants assez exotiques, dans les zones rurales, c'est pas évident, hein, à faire tenir. Bon, les débuts ont été difficiles, elle s'est accrochée et puis aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, ils sont 2 à tenir la boutique, ça marche bien, donc on est très content de l'avoir accompagnée par rapport à ça. En tout cas, ça a été une surprise assez agréable, hein. Et puis, effectivement, des fois, on pense que ça va fonctionner, hein. Je pense bon, on est dans la restauration, donc je garde simplement ça. J'ai eu un projet il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, avec, des personnes, alors 2 associés, hein, qui s'entendaient bien, qui avaient déjà travaillé ensemble, dont un avait une grosse expérience dans la restauration. Voilà, on reprend un fonds de commerce existant qui fonctionne. Bon, au bout de 6 à 8 mois, malheureusement, on a dû, se rendre à l'évidence. Voilà, il y avait eu je rentre pas dans les détails de ce qui Oui, avait cloché, mais effectivement, j'avais eu, bon, une déconvenue par rapport à ça, malheureusement. Donc, vous voyez, des grosses surprises, on en a dans un dans le sens bon comme dans l'autre. et dans le mauvais sens, ouais. Mmh. Et je vais voir un expert comptable. Concrètement, qu'est-ce que je peux négocier? Qu'est-ce que je peux demander? Parce qu'il y a aussi une question de, désolé de dire les choses comme ça, mais de crédibilité. C'est-à-dire que souvent, je vois les gens que j'accompagne, ils ont du mal à pousser la porte de l'expert comptable, peur du côté très chiffre, peur des choses très, très administratives, heu et peur d'être pas crédible dans Oui. certains cas. Mmh. Heu et je voudrais que tu m'expliques un peu là comment déjà, je vais me rendre crédible face à l'expert comptable que je vais rencontrer, parce que je vois quand même un homme de chiffres et deuxième question, qu'est-ce que je peux négocier avec lui? Enfin, je sais pas si on peut dire négocier, mais qu'est-ce que je peux Ouais. demander ou qu'est-ce que je peux attendre? Alors par rapport à cette question, effectivement, il ne faut pas avoir peur de pousser la porte parce que des projets, on en voit Mmh. tout le temps. Bon, les cabinets d'expertise comptable sont des entreprises comme les autres, hein. C'est-à-dire qu'on perd des clients, hein, parce qu'il y a des clients qui sont à la retraite, qui arrêtent leur activité, et cetera. Et on a aussi des nouveaux clients. Donc il est essentiel pour tout cabinet d'expertise comptable de conquérir de nouveaux clients et ça passe en partie par, les porteurs de projets, bien évidemment. Donc les cabinets d'expertise comptable ont besoin des porteurs de projets. Donc il ne faut pas hésiter quand même à aller les voir. C'est quand même essentiel. Comme toute entreprise, on doit faire du chiffre d'affaires, on doit le maintenir, on doit éventuellement le développer, tout dépend de la stratégie. Mais effectivement, il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Pour être crédible face à un expert comptable, ben, il faut simplement avoir un peu mûri son projet, effectivement, et l'adéquation homme-projet est très important. Mais ça, c'est pas que par rapport à l'expertise comptable. La banque et tout, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir mûri son projet et, si possible, avoir de l'expérience un peu par rapport à ça. Si on n'en a pas, avoir essayé d'en avoir, oui, effectivement, d'en avoir eu, oui, pour pouvoir être crédible et pouvoir avoir une discussion sur lequel chacun sait de quoi il parle. En termes de négociation, alors c'est une relation commerciale, hein, qu'on a avec l'expert comptable. Je reviens juste sur ce que j'ai dit précédemment, nous on vend du temps. Donc effectivement, si on veut pouvoir négocier quelque chose, dans la durée avec l'expert comptable, hein, eh bien c'est, qu'il passe le moins de temps possible dans les déclarations légales. Pour passer le moins de temps possible, c'est qu'il faut que tout soit carré, la transmission des factures, et cetera. Il ne faut pas qu'on ait sans cesse à faire des Mmh. relances pour avoir la facture du mois de mars alors qu'on est au mois de juin, et cetera. Ah, ça arrive très régulièrement, hein. Et comme toute entreprise, nous, on fait le ratio entre le temps qu'on passe avec un client et ce qu'on lui facture. Donc effectivement, si on facture plus que le temps qu'on passe avec un client, on aura tendance à revoir nos honoraires à la baisse. À l'inverse, si effectivement on passe plus de temps que prévu avec un client et que la facturation n'est pas en adéquation, on va avoir tendance à augmenter cette lettre de mission. Donc par rapport à ça, si on veut négocier, il faut être carré. Voilà. Très bien. Je voudrais maintenant que tu nous parles on n'est plus sur la phase de création,
Mmh. On est sur le commerçant qui a ouvert sa boutique et qui va démarrer la relation avec, l'expert comptable, le cabinet comptable. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, c'est une relation qui a été mise au point au moment où on a signé un contrat, hein, qui lie l'entreprise avec le cabinet d'expertise comptable et à ce moment-là, l'expert comptable va expliquer, ce qu'on attend du client. Donc ce qu'on attend, du commerçant, hein, c'est qu'il nous transmette donc évidemment ses factures. Alors en général, aujourd'hui, on n'est plus sur du papier, hein, on est sur du tout dématérialisé. La plupart du temps, on met à disposition un espace. Le client va déposer ses factures sur une périodicité qui est définie à l'avance, hein, parce qu'en fonction des obligations légales, des fois c'est tous les mois, des fois c'est tous les 3 mois et des fois ça peut même être une fois par an. Même si c'est pas un sujet Mmh. qui est à voilà, une périodicité qui est à privilégier, mais ça peut quand même être le cas. Et ensuite, il est défini, dans la mission, ce que chacun va faire. Donc en général, la plupart du temps, pour un commerçant, nous, on va récupérer l'ensemble des factures et on va s'occuper ensuite de vérifier le pointage par rapport au compte bancaire et cetera. On va s'occuper de faire tout ce qui est réglementaire, hein, Oui. les déclarations de TVA, déclarations d'impôt sur les sociétés, liasses fiscales et cetera, et on va s'occuper en fonction de ce qui est prévu du conseil. Et donc dans le conseil, là, je le prends au sens large. C'est-à-dire qu'on va avoir le conseil chiffré, hein, un rendez-vous de remise de bilan, voilà ce qui a été, ce qui a moins été, comment on améliore, et cetera. Et puis des rendez-vous, des fois, parfois un peu plus stratégiques au cours de l'année, sur lesquels on va sortir un peu des chiffres pour plus essayer de raisonner et d'aider l'entrepreneur sur des sujets qu'il maîtrise moins, hein. Un commerçant qui est extrêmement bon commercialement, moi je ne vais pas aller lui Mmh. apprendre comment vendre, ça n'a pas de sens. Je vais peut-être pas lui apprendre comment faire du marketing, ça n'a pas de sens. Je vais peut-être insister un petit peu plus sur la gestion, des choses comme ça. Alors qu'un entrepreneur qui est bon sur la gestion, eh ben, je vais peut-être aller lui expliquer comment, on va vendre, aller farfouiner dans son parcours client pour vérifier s'il n'y a pas des éléments à améliorer, pour avoir un minimum de déperdition de clients, par exemple. C'est un exemple complètement, un peu au hasard, mais effectivement, ça va être des choses qu'on va aller chercher. Donc il y a cette relation légale et cette relation un petit peu extra-légale conseil, qui doit être cadrée dès le départ sur qui fait quoi et jusqu'où on va. Il y a quand même, la facturation électronique qui arrive cette année. C'est quand même un point, qui va, changer beaucoup de choses, hein, pour ne pas dire révolutionner la manière de travailler. Donc il y a des plateformes de facture électronique qui sont agréées effectivement par l'État et toute facture va devoir passer par ces plateformes-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être sur des logiciels extrêmement réglementés, hein. On oublie les factures faites un peu à l'arrache, on oublie tout ça, voilà, on va être sur quelque chose d'extrêmement réglementé et donc beaucoup de choses vont changer par rapport à ça, hein. Ça arrive, pour la plupart des porteurs de projets et des commerçants et cetera en septembre où ils vont devoir recevoir les factures de leurs fournisseurs, hein, et vraiment de manière obligatoire, hein, si vous voulez, si en septembre vous n'avez pas adhéré à votre plateforme, vous ne pourrez pas recevoir par exemple de facture de votre fournisseur d'électricité. Ah oui, Ça peut donc poser problème oui, quand même, hein, si on n'y est pas prêt, hein, voilà. sérieux problème. Donc aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable, il y en a qui sont prêts, il y en a qui ne sont pas forcément prêts, mais en tout cas, dans les mois à venir, c'est un sujet qui va fortement venir sur la table. Donc par rapport à ça, la transmission des factures devrait être beaucoup plus fluide, Mmh. puisqu'en fait, la plupart des experts comptables vont aller chercher directement sur cette plateforme, Mmh. hein, l'ensemble des factures qui sont parvenues et qui sont émises par le client. Nous, par exemple, au niveau de Serre France National, nous avons une plateforme, hein, qui est Effinum, qu'on met à disposition de nos clients dans le cadre de leur lettre de mission comptable et ce qui nous permet d'avoir la souveraineté numérique par rapport à cette plateforme et de garantir, un respect des données à nos clients et donc on va, de ce fait fluidifier, l'échange comptable grâce à cette plateforme. Est-ce que ça doit faire peur aujourd'hui à un nouveau commerçant, la facture électronique? Si son comptable est prêt, non. Mmh. Si son comptable est prêt, non. Est-ce que les comptes Si le sont prêts? comptable n'est pas beaucoup de cabinets ne sont pas prêts. Mmh. Par contre, il y a des solutions qui existent aujourd'hui, hein, par qui sont offertes par des tiers, notamment les gros éditeurs de logiciels, hein, qui vont fournir des solutions clés en main aux experts comptables effectivement et ceux qui ne sont pas prêts vont passer par ce type de solution. Donc après, charge à eux de choisir la solution qui va, bien évidemment concilier le respect des données parce que Mmh. c'est un élément important dans notre monde d'aujourd'hui effectivement avec la praticité du client. Donc en septembre, tous les cabinets vont être prêts parce qu'en fait, ils vont pas vraiment avoir le choix. Mmh. Comment se porte le commerce de centre-ville aujourd'hui? Les commerçants, toi, que tu accompagnes, Oui.
Heu, Quelle est la recette de ceux qui réussissent par rapport à ceux qui sont un peu en peine en ce moment? Alors, ceux qui réussissent sont les bons commerçants. Alors pour parodier un peu, il y a le bon et le mauvais commerçant. Bon, le bon commerçant, c'est celui qui va s'adapter, sans cesse s'adapter, hein. Donc, par exemple, moi j'avais une esthéticienne il n'y a pas longtemps, hein, qui, ne s'est pas mis à jour. Alors c'est une esthéticienne dans l'onglerie, hein, plus précisément, effectivement, et il y a des méthodes qui changent souvent dans ce Oui. type d'activité, hein, et donc, en fait, elle a attendu un peu, elle a tardé avant de former ses équipes. Bon, il y a des nouvelles méthodes de prothésie ongulaire qui sont venues sur le marché, plus naturelles, plus simples, et cetera. Bon, quand on s'en est aperçu, elle s'en est aperçue parce que son chiffre d'affaires diminuait et qu'elle perdait un peu de clients, pour être extrêmement clair, et donc le temps de former un peu, ses 2 salariés sur le sujet, le temps d'investir dans ce qu'il fallait investir et de communiquer là-dessus. Bon, elle a réussi à rattraper un peu le coup, mais elle ne s'est pas adaptée suffisamment vite. Il faut être en veille sur ce qui se fait, il faut savoir prendre les bons tournants, il faut savoir proposer, à ses clients des nouveautés qui tiennent, hein, pas juste l'effet de mode, vraiment du mois, quoi. Mmh. Mais vraiment, il faut sentir le vent tourner, et un bon commerçant doit savoir sentir le vent tourner. Ensuite, un autre commerçant qui tient, hein, le bon commerçant, il sait fixer ses prix. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que, les prix, il faut savoir les fixer en fonction de ce qu'on propose. Identifier son segment de clientèle, ça, c'est un élément important. Il peut être tout à fait normal d'être plus cher que le voisin, ça ne me dérange pas. Par contre, comment on le justifie? Quelle est la plus-value par rapport au commerçant d'à côté qui peut proposer un ensemble de services identiques? Ça, c'est extrêmement important. Il faut toujours avoir en tête que c'est plus facile de baisser ses prix que de les augmenter. Et changer la vision des gens par rapport à son commerce, c'est extrêmement difficile. Donc il y a une réflexion qui doit être menée, et là on est vraiment dans la stratégie, sur où je me situe, comment je fixe mon prix et comment je fournis, en plus de ce que je vends, la prestation et le conseil qui va bien à mon client pour me différencier du voisin. Très souvent, les commerçants, hein, toi aussi t'en suis plein, hein, mais les commerçants qui réussissent sont des commerçants qui ont une stratégie claire dans leur esprit par rapport à cet élément-là. Oui, c'est un point important. Je voudrais revenir aussi sur un point, moi qui m'agace et qui te concerne, pas toi personnellement, hein, mais je trouve qu'on a beaucoup trop de personnes qui font le prévisionnel financier après avoir tout fait. Ça veut dire qu'en gros, ils travaillent la posture, ils cherchent même le local et ils trouvent même le local avant d'avoir mis quelques chiffres sur un papier. Oui. Et donc, est-ce que toi, tu observes cette même chose? C'est-à-dire que moi, je vois, pour être très concret, des gens qui ont travaillé 8 mois, 1 an sur un projet, qui n'ont mis aucun chiffre dans des tableaux, et toi, tu les reçois et tu leur dis au bout de 8 mois, 1 an: «C'est pas viable». Est-ce que tu as ce cas de figure-là, Oui, oui, on a ce cas de figure, effectivement. Alors, pour moi, un business plan est amené à vivre. C'est difficile à démarrer un business plan, surtout quand on est tout seul, hein. Je parlais de poser les chiffres un petit peu, une fois qu'on a son idée, de poser quelques chiffres sur un morceau de papier, c'est difficile à faire. Surtout si on n'est pas dans l'âme à un financier ou un gestionnaire. Néanmoins, c'est un exercice sur lequel il faut forcément à un moment donné aller. Parce que les premiers éléments chiffrés qu'on va poser sur le papier vont conforter ou pas notre position. Donc l'idée, c'est de se dire, ben, avec ce service ou avec ces produits, qu'est-ce que je peux anticiper? Quelle marge je peux anticiper? Qu'est-ce que je vais avoir comme charge fixe? Et avec ça, on va pouvoir, bah, savoir si le loyer, que je vais aller prendre, ben, est-ce que le loyer de 3 000 € c'est trop? Est-ce que je peux me le permettre, et cetera? Ça permet quand même d'avoir un premier élément sur ça. Ça permet aussi d'identifier parfois et assez souvent qu'il faut rajouter des prestations ou des produits annexes pour pouvoir, bah, je dirais, pour être très clair, arrondir ses fins de mois, quoi, et pouvoir obtenir du résultat à la fin de l'année. Parce que ce qu'on a prévu initialement est peut-être un peu trop limité en termes de clientèle. Et si on se trompe sur ces premiers chiffres, c'est pas très grave en soi. Parce qu'à un moment donné, on va aller voir quelqu'un qui va nous accompagner, qui va prendre un peu de recul, qui va connaître l'activité, hein, en tout cas qui aura des chiffres à sortir sur cette activité et qui va pouvoir confirmer,
le taux de marge, qui va pouvoir confirmer, la masse salariale, voilà, de salariés. Vous avez prévu ça, ben, vous êtes dans la fourchette haute ou vous êtes un peu trop prudent, ça coûte un peu plus cher que ça et donc va pouvoir challenger un peu ces éléments-là. On va faire vivre le business plan et coucher des premiers chiffres sur un morceau de papier, effectivement, c'est difficile. Par contre, si on est prêt à les faire évoluer dans le temps, c'est effectivement la bonne méthode pour moi. Très bien, merci. Concrètement, Sylvain, comment je trouve les coordonnées de cabinets d'expertise comptable et comment je m'assure que ce soit les bons partenaires? Alors pour trouver les cabinets les coordonnées d'un cabinet d'expertise comptable, ça passe par, 2 choses, hein. Premièrement, très souvent la prescription. On a beaucoup de clients, hein, qui nous prescrivent, auprès de porteurs de projets, hein, que ce soit de la famille, que ce soit des contacts, que ce soit, bah, même le commerçant d'à côté, hein, qui effectivement est envoyé par son confrère, je dirais. Donc ça passe par là et puis ça passe aussi, je dirais, comme toute prestation de service qu'on va rechercher, ça va passer par une recherche Google tout simplement, hein, ou des choses comme ça. Voilà, on va aller regarder, différents, cabinets d'expertise comptable et ce qui va être intéressant pour trouver le comptable qui correspond, c'est de définir un petit peu ses besoins. Pour beaucoup de commerçants, c'est, important d'avoir un cabinet proche. Oui. La localité est importante, hein. Donc par rapport à ça, on va évidemment éviter peut-être l'expert comptable qui est situé à 30 minutes ou même qui est complètement délocalisé, hein, je dirais, voire même un expert comptable qui n'est disponible que par téléphone, que par internet et cetera. Donc ça, c'est souvent un des premiers critères qu'on va avoir. Si on cherche du local, effectivement, aller chercher dans le coin, ce qu'il y a comme cabinet d'expertise comptable potentiel. Ça va dépendre aussi de ce qu'on va chercher comme cabinet. Hem On a des petits cabinets, hein, qui sont effectivement, je dirais avec des équipes plus humaines, peut-être plus petites, hein, même si ça tend aujourd'hui à disparaître parce qu'on est plutôt sur des regroupements, parce que toute la législation et cetera fait qu'on a de plus en plus besoin de spécialistes et dans ce cadre-là, des cabinets d'expertise un peu plus gros permettent d'avoir des spécialistes qui interviennent ponctuellement dans les dossiers et ça les clients apprécient, beaucoup. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, Mmh. aujourd'hui, hein, même si on a à peu près 20-25 agences, hein, sur notre territoire d'intervention. Donc toujours une agence à moins de 20 minutes de nos clients. Il n'empêche qu'on peut faire intervenir des spécialistes, sur, les besoins du chef d'entreprise. Donc il y a aussi ça, cette dimension, est-ce qu'on y prête attention ou pas? Est-ce que ça fait partie des choses qui nous intéressent? Le premier contact est important. C'est-à-dire que si au bout de 3 minutes, l'expert comptable vous propose un devis, hem, on Oui. peut être alerté effectivement sur est-ce que le sujet l'intéresse vraiment? Voilà, parce qu'encore une fois, il faut un expert comptable qui croit dans le projet. C'est important quand même, parce que quand il y croit, il va être plus à même de vous accompagner sur ce sujet. Donc si au bout de 3 minutes, vous avez au téléphone un prix, on peut s'interroger légitimement, si vous voulez, sur effectivement, est-ce que c'est celui qui va, correspondre? Très souvent, il y a un échange qui est un petit peu plus long que ça et très souvent derrière, il y a un rendez-vous qui en découle Mmh. pour justement une prise de connaissance et déceler effectivement les besoins. Après, la personne qui va vous accompagner au sein du cabinet d'expertise comptable, ben, c'est un humain, donc c'est beaucoup une affaire d'humain. Il faut que le feeling y passe, il faut qu'on ait quand même, qu'on ressente quand même la compétence, hein, qui doit transpirer par rapport au discours de votre interlocuteur, hein et il faut qu'on adhère au discours. Voilà, c'est des éléments qui sont quand même, très importants. Donc il y a les services du cabinet d'une part, évidemment. Qu'est-ce qu'il propose, hein, Mmh. ce cabinet par rapport à un autre? Quelle est sa valeur ajoutée? Et puis il y a le côté humain qui est quand même extrêmement important à mon sens pour un commerçant. Tous les commerçants le savent, hein, il n'y a pas que le produit qu'ils proposent, hein. Il y a l'emballage, il y a le côté humain, il y a l'accueil et cetera. Et bien c'est pareil pour un cabinet d'expertise comptable. Il y a ce 2 éléments-là qui doivent se rejoindre. Ensuite, on a effectivement, bien évidemment, le prix, hein, qui peut être un facteur quand même assez important et donc le prix par rapport aux prestations qu'on a en face. Il faut bien comparer les 2. Un expert comptable qui est, très cher. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est plus cher que les autres? Est-ce qu'il y a une raison spécifique?
Est-ce qu'il prévoit, des heures de conseil en plus? Est-ce qu'il vient, 1 fois par mois? Voilà. Est-ce qu'il y a un échange très régulier? Est-ce qu'il vient vous faire le café dans votre boutique, par exemple? Voilà, faut vraiment regarder ces éléments-là effectivement et à l'inverse, un expert comptable qui est très peu onéreux, en tout cas moins que les confrères, il faut quand même se poser la question: «Pourquoi?» Mmh. Sachant que les obligations administratives très souvent sont à peu près les mêmes, donc pourquoi? Est-ce que tout est bien inclus dans la proposition qu'il a faite? Est-ce qu'il n'y a pas des factures qui vont intervenir quand on le voit comme on le voit assez régulièrement en cours d'année ou une facture de bilan à la fin ou des choses comme ça? Est-ce que c'est pas juste un prix attractif de première année qui va doubler l'année suivante? Voilà, c'est des choses qu'il faut un petit peu vérifier. Ouais, Mmh. voilà. Le pire dossier que tu aies eu? Le pire dossier que j'ai eu, alors des pires dossiers, j'en ai eu quand même effectivement, un certain nombre. J'en ai eu un il y a pas très longtemps, qui était un paysagiste, qui est venu nous voir parce qu'il était chez un confrère avec qui ça ne se passait pas forcément très bien. Donc il est venu alors, on entend très souvent le discours: «C'est de la faute du comptable». Bon, moi je prends beaucoup de recul évidemment avec ce type de discours, donc je vérifie un certain nombre de choses. J'ai vérifié un certain nombre de choses avant de faire une proposition pour être bien sûr que je souhaitais effectivement, l'accompagner. Il a montré patte blanche, bon, donc on a fait une proposition qui a été acceptée. Bon, ça a duré un mois, quoi. Après, au-delà du premier mois, on s'est aperçu que, bah, c'est quelqu'un qui donnait jamais de documents. On était toujours obligé de courir après. Malgré les diligences qui ont été menées, on s'est aperçu qu'il y avait, beaucoup de bisbis avec l'administration fiscale. Mmh. Donc on s'est aperçu qu'il y a des taxations d'office qui effectivement, venaient d'être mises en place. Donc les taxations d'office, c'est très compliqué pour nous effectivement à gérer, il faut régulariser l'antériorité, enfin bref, je te passe un petit peu les détails, mais c'est assez compliqué à gérer Mmh. et donc là, effectivement, ça a été un dossier un peu cauchemar qui est resté 1 an chez nous avant que très gentiment on l'invite à aller voir ailleurs, quoi. D'accord, donc régularité, sérieux, Oui, c'est ce que tu attends du client. oui, Mais si j'ai bien compris bien sûr aussi, c'est et c'est c'est ce qu'il vraiment attend de nous croire aussi, hein. dans le projet, une relation de confiance. Oui, Il y a un point important que je trouve, c'est moi je dis souvent les 2 partenaires essentiels, c'est l'expert comptable et le banquier. oui, tout à fait Parce que vrai. c'est ces 2 partenaires, l'expert comptable va faire attention à la rentabilité et il va regarder aussi les comptes régulièrement et le banquier aussi, il va avoir un œil dessus. Donc, Oui, c'est 2 garde-fous pour moi du commerçant. C'est ces 2 professions-là qui vont pouvoir, avoir un œil sur les chiffres. je suis assez d'accord avec ça, en effet. Sylvain, si tu avais un dernier conseil à donner aux commerçants qui nous écoutent ou qui nous regardent? Alors, le dernier conseil que je donnerais, c'est de connaître son seuil de rentabilité quand on ouvre sa boutique. C'est un élément très important. Alors soit on ouvre sa boutique et on se base sur le seuil de rentabilité du business plan, hein, soit on a sa boutique depuis quelques années et on peut se baser sur un seuil de rentabilité, sur les chiffres réels Je te coupe, du dernier exercice comptable. seuil de rentabilité, explique tout Alors, clairement, le seuil de s'il te plaît. rentabilité, pour expliquer très clairement, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel on commence à gagner de l'argent. Je peux difficilement faire effectivement plus simple. Alors, c'est pas une définition qui est très technique, mais j'aime bien donner cette définition parce qu'elle est effectivement très claire. Un seuil de rentabilité, c'est donc le chiffre d'affaires, mais pour moi, il faut l'adapter aux commerçants. C'est-à-dire que si je dis à un commerçant que ce seuil de rentabilité, c'est 165 300 €, Mmh. ça va pas l'avancer beaucoup, d'accord? Si par contre, j'indique au commerçant que son seuil de rentabilité, c'est 8 clients par jour avec un panier moyen de 35 euros, par exemple, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus. Et en fait, on a parlé tout à l'heure d'une qualité essentielle du commerçant qui est l'adaptabilité. Oui. Et bien, ce seuil de rentabilité, quand il est suivi de manière assez simple, j'ai eu 6 clients hier à 30 euros, aujourd'hui j'en ai eu 12 à 50, ben, je suis plutôt bien dans mes chiffres Mmh. sur ce démarrage. Eh bien, ça va permettre de s'adapter assez vite. Est-ce qu'on est dans le vert? Est-ce qu'on est dans le rouge? Ou est-ce qu'on est dans le orange? Parce que assez rapidement, si on ne fait pas le chiffre d'affaires escompté, il va falloir adapter le reste de son activité. Soit rebondir pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, soit effectivement freiner pour aller, je dirais, tasser les charges, quoi, de manière très concrète. Et effectivement, c'est un élément qui permet quand même, quand on ouvre sa boutique, assez facilement de savoir si on est du bon côté ou pas. Est-ce que tu as encore aujourd'hui beaucoup de commerçants ou commerçantes qui jouent à la marchande?
Oh, de moins en moins. De moins en moins parce que, aujourd'hui, si on n'est pas forcément un très bon commerçant, effectivement, les commerçants de centre-ville, c'est une activité qui est un petit Mmh. peu en difficulté aujourd'hui, effectivement. Ce sont donc les bons, hein, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Autant il y a quelques années, je dirais quelqu'un qui joue à la marchande pouvait tenir 2-3 ans, autant aujourd'hui c'est quand même assez compliqué. Et puis il y a quand même un garde-fou, hein, qui est très souvent le garde-fou bancaire, Mmh. qui va quand même, là aussi c'est un petit peu une histoire de feeling. On s'en aperçoit assez vite, hein, si c'est quelqu'un qui veut jouer à la marchande pour, reprendre ton expression. Et il va y avoir ce garde-fou bancaire qui va en fait, stopper un petit peu le projet, pour éviter que ce porteur de projet aille dans le mur, quoi. Très bien, on arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup Sylvain pour, heu, notre échange sans tabou, sans vraiment, direct, brut. En tout cas, on a essayé. Si, on a essayé, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du podcast J'ouvre ma boutique. Merci à vous.